Évidemment, c'est un anniversaire douloureux hier, 76e anniversaire de la création d'Israël, alors que depuis 7 mois, Israël est en guerre et elle continue cette guerre. Il y a eu des affrontements encore hier qui ont opposé des soldats israéliens et le Hamas dans la bande de Gaza dévastée, en particulier à Rafah. Les civils continuent de fuir et la quête du patron de la branche militaire du Hamas reste vaine. Jade Partouche, vous nous rejoignez. Il s'appelle Sinwar, on le connaît, on connaît son visage. On va s'arrêter sur Sinwar, puisque c'est lui qui fait et défait aujourd'hui, semble-t-il, l'avenir des Palestiniens. Et il ne serait pas là où les Israéliens le cherchent depuis le début. Effectivement, c'est une information que donnent les services de renseignement américains. Yahya Sinwar, que les Israéliens croyaient à Gaza, croyaient à Rafah, se trouverait finalement à Khan Younes. Une information reconnue par les renseignements israéliens. Les agences de renseignement des deux pays estiment que Sinwar n'a très probablement jamais quitté le réseau de tunnels souterrains de Khan Younes. Ces responsables américains s'expriment bien sûr sous couvert d'anonymat et selon eux, la stratégie de Sinwar, annoncée, je vous le rappelle, comme un homme mort par Benyamin Netanyahou dès le 7 octobre, est de faire durer cette guerre aussi longtemps que possible pour, je cite, détruire la réputation d'Israël et nuire à ses relations avec son principal allié, les États-Unis, qui exhorte, je vous le rappelle, Israël à définir une bonne fois pour toutes un plan très clair à Gaza. Écoutez Jake Sullivan lors d'un point presse, c'était hier. Nous pensons qu'Israël peut et doit faire davantage pour garantir la protection et le bien-être des civils innocents. Nous ne pensons pas que ce qui se passe à Gaza soit un génocide. Nous avons fermement rejeté cette proposition. Nous avons suspendu l'envoi de bombes parce que nous ne pensons pas qu'elles devraient être larguées dans des villes densément peuplées. Sauf que les récents événements ne vont absolument pas dans ce sens. Les combats ont repris au nord de Gaza le week-end dernier, notamment, regardez sur cette carte, à Jabalia et dans le quartier de Zetoun. On est à Gaza City, vous voyez qu'on est quand même très loin de Rafah, comme si la guerre dans la bande de Gaza était revenue à ses débuts, titre ce quotidien. L'armée israélienne a déclaré dimanche avoir lancé une nouvelle offensive contre le Hamas à Jabalia après avoir identifié des terroristes du groupe qui s'y étaient regroupés. Plus d'une vingtaine de cibles ont été visées et c'est tout le problème d'un manque de stratégie. Les troupes sont envoyées pour la 2e fois à Jabalia et pour la 3e fois à Zetoun et dans d'autres zones dans la partie nord de la bande de Gaza, et ce parce que le Hamas y est revenu. C'est devenu un scénario familier, dit le New York Times. Après des batailles rangées, Israël déclare une zone débarrassée du Hamas pour finalement y revenir parce que des militants ont reconstitué leurs forces. Une faille que commencent à pointer du doigt des militaires, des hauts responsables militaires israéliens sous couvert d'anonymat. Ils estiment tout simplement que la résurgence du Hamas est due au fait que Benyamin Netanyahou avait jusqu'à présent refusé de travailler sur un plan spécifique pour le jour d'après Gaza. Tant qu'il n'y aura pas d'autre gouvernance, disent-ils, nous nous retrouverons entraînés dans une réalité dans laquelle nous retournerons encore et encore dans les zones que nous avons déjà conquises. Un hydre donc qui se reconstitue aussi vite qu'il a été détruit, raison pour laquelle les victoires militaires d'Israël pourraient ne pas être durables, selon Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, et être suivies, je cite, par le chaos, l'anarchie et finalement encore et toujours le Hamas. Voilà, le Hamas qui renaît immanquablement de ses cendres, on va s'y arrêter. Mais d'abord, c'est Sinwar qui nous intéresse, le chef de la branche militaire, parce que c'est l'homme le plus recherché par Israël, vous l'avez dit, déclaré mort par Netanyahou. C'est lui-même, Catherine, qui déciderait ou pas d'aller plus ou moins loin dans les négociations. Il est central. Et c'est vrai que depuis le début, on dit qu'il est au sud. Oui, d'après les Américains, il n'y est jamais allé. Comment est-ce qu'on explique cette erreur du renseignement ? Cet aveuglement, est-ce que les Israéliens faisaient croire qu'ils pensaient qu'il était au sud alors qu'ils savaient qu'il était au nord ? Comment expliquer ? C'est toute la question. Hein. D'ailleurs, on se l'était posé assez rapidement pour savoir pourquoi les Israéliens étaient entrés par le nord de Gaza, si effectivement l'idée c'était que Yahya Sinwar et son QG se trouvaient dans le sud. Parce que du coup, ils ont détruit... Parce que sa famille est de là-bas. Voilà. Ils ont détruit les Israéliens dans les combats avec le Hamas, quasiment tout Gaza, sans avoir... Alors, on parle beaucoup de Yahya Sinwar, évidemment, puisque c'est la tête pensante machiavélique du 7 octobre, mais les otages n'ont pas été libérés non plus. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Américains
font de plus en plus pression sur les Israéliens. Parce que, comme l'expliquait très bien Jade... Est-ce que cette information de la presse américaine, je rebondis sur ce que vous dites, est une façon de faire pression sur Israël, en leur disant, vous ne savez même pas localiser Sinwar arrêté. C'est confirmé par la presse israélienne. Alors d'abord, quand les services de renseignement d'un pays quel qu'il soit mettent public une information, c'est qu'il y a un calcul derrière. Il ne faut pas pour le droit de la presse. Bon. Donc, si les services de renseignement américains sont en train de dire aux Israéliens, bon, vous nous expliquez qu'il faut rentrer dans Rafah et raser Rafah, et nous, on vous dit que Sinwar n'y est pas. Voilà. C'est donc, dans ce jeu-là, c'est pour leur dire, vous n'aurez pas de justification à attaquer Rafah, puisque Sinwar ne s'y trouve pas. Mais c'est vrai ou pas ? Ah bah attendez, je suis pas le patron. Non mais c'est intéressant. On a fait des émissions où on a, rappelez-vous, Jade montrait les cartes, Sinwar est là. C'est probablement vrai. Est-ce que les Israéliens se trompent depuis le début ? Non, en tout cas les Israéliens cautionnent la révélation américaine. Donc ça donne plus de poids. Ça veut dire, mais ça c'est très important. Ça veut dire que les Américains sont en train de dire à Netanyahou, toute ton opération pour continuer la guerre n'est plus justifiée. Arrête. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Si les Israéliens savent, eux, que Sinwar est à Rafah... Il n'y est pas à Rafah. Voilà. Donc la réalité, c'est qu'il n'est pas à Rafah. D'après ce que disent... les services américains. Il n'est pas à Rafah. Deux, c'est une façon pour les Américains de retenir le bras. Je pense. D'accord. Très probablement. En fait, il n'y a pas de certitude à 100% qu'il soit ici ou là. Il n'y a pas de renseignements techniques. Il n'y a pas de renseignements techniques qui permettent de savoir où il est vraiment. Le seul renseignement qui vaille, depuis le début, depuis que Sinwar s'est enterré, c'est du renseignement humain, c'est-à-dire des chefs de commando, des chefs de brigade qui sont faits prisonniers, ou même des habitants locaux qui ont... libérés. Exactement. Voilà. C'est ça. Alors là, c'est quand même pas non plus le renseignement le plus précis du monde. Après, vous avez des centaines, voire des milliers de mouchards gazaouis qui sont payés par les Israéliens depuis des années pour pouvoir donner du renseignement. Est-ce que ce renseignement est fiable ? Il ne l'est jamais à 100%. Donc, on est quand même dans une sorte de flou. Deuxièmement, Sinwar, vous en avez quand même malgré tout besoin pour pouvoir libérer les otages, ne serait-ce que pour pouvoir rentrer dans une négociation. Alors vous pouvez me dire, les Israéliens le pensent, d'ailleurs certains, si on le tue, on trouve les otages. Mais rien n'est plus évident non plus. Donc, dans ce brouillard d'incertitude, oui, je suis d'accord avec Gilles, si les Américains disent « vous ne cherchez pas au bon endroit », c'est pour éviter effectivement qu'il y ait un assaut sur Rafah, parce que c'est la dernière ligne de crédibilité qu'il reste aujourd'hui aux États-Unis, c'est pas d'assaut sur Rafah. Si jamais cet assaut a lieu, Joe Biden perd sa crédibilité, non seulement au niveau international, dans sa relation avec Israël, mais surtout vis-à-vis de l'opinion publique américaine. C'est ça qui est intéressant. À 5 mois des élections. Est-ce que les arrière-pensées politiques américaines rejoignent la réalité du terrain ? C'est vrai. Mais bon, qu'en pensez-vous, colonel Goya ? Je pense que Sinwar est où il veut. Voilà. Parce que les Israéliens ne contrôlent pas le terrain et ne veulent pas contrôler le terrain de Gaza. Donc à partir de ce moment-là, oui, bien sûr, Sinwar peut se déplacer à peu près où il veut. Oui, c'est un dédale souterrain, donc il peut très bien être au nord. Mais voilà, et les combattants du Hamas peuvent revenir au nord autant qu'ils veulent et revenir au sud. Non, mais il faut bien comprendre le point de vue militaire. Il y a une vingtaine d'années, les Israéliens ont mis en place une nouvelle doctrine. La doctrine, c'est on ne s'emmerde plus dans des bourbiers. Donc on évacue le sud Liban, on n'occupe plus le terrain. Voilà, c'est trop compliqué, on doit faire face à des guérillas incessantes, c'est compliqué. Donc on évacue le sud du Liban, on évacue militairement Gaza en 2005, et puis on se réfugie derrière une grande muraille qui protège le ciel de toutes les attaques du ciel et de toutes les attaques du sol. Et derrière cette muraille, on va faire des expéditions punitives lorsqu'il y a vraiment une menace, il y a des tirs de roquettes, des attentats, des choses comme ça. Hop, on balance frappe aérienne, raid terrestre, on y va, on casse tout. Et une fois qu'on a éliminé une bonne partie de la menace, on revient. Voilà, et on attend, ça s'appelle ça, la fameuse tonte de gazon. Bon, et l'ennemi est toujours là. Et comme il est là, il contrôle le terrain, en réalité. On le laisse contrôler le terrain, mais on se contente de le taper. Voilà. Et en fait, je pensais, moi, après le 7 octobre, et la faillite quand même un peu de cette doctrine, avec la percée de la barrière, je pensais que les Israéliens se sentiraient obligés non seulement d'essayer de détruire le Hamas, mais au moins de contrôler à nouveau la zone. Avec derrière quand même l'idée d'une solution un peu politique, de savoir ce qu'on allait faire quand même de Gaza. Mais au moins militairement,
s'emparer du terrain et puis le contrôler, puis presser, traquer le Hamas, le réduire à la clandestinité, puis traquer ses chefs. Et en fait, non. Ils sont revenus à la tonte de gazon à beaucoup plus grande échelle, en réalité, que précédemment. Et depuis 7 mois, ils cherchent à taper et à tuer et à massacrer autant que possible de membres du Hamas. Bon, pourquoi pas. Mais ils estiment, voilà, ils se vantent d'avoir éliminé au moins 10 000 combattants du Hamas. Bon. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Et donc, en attendant, ils sont revenus derrière. Ils occupent, concrètement, le corridor central du territoire de Gaza. Voilà. Ils essaient de couper un peu la zone en deux. Pour le reste, ils sont revenus à la frontière, puis ils tapent, où ils font des raids terrestres, et ils reviennent, etc. Donc, c'est le retour de la tonte de gazon. Avec, ça veut dire qu'ils laissent le terrain à l'adversaire. C'est-à-dire que le Hamas, le Hamas a beaucoup souffert, incontestablement, mais le Hamas est toujours là. Et il contrôle toujours le terrain, finalement. Et c'est pour ça que l'armée israélienne va tondre le gazon, c'est votre expression. C'est une expression israélienne. Alors, d'accord. Repart et le Hamas, lui, renaît sous le gazon et l'armée israélienne revient. On rappelle, par exemple, cette citation du Financial Times, de hauts responsables militaires ont déclaré de manière anonyme que la résurgence du Hamas était due au fait que le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait jusqu'à présent refusé de travailler sur un plan spécifique pour le jour d'après à Gaza. Donc, est-ce que les Israéliens sont condamnés à faire ces mouvements d'aller-retour à chaque fois que le Hamas réapparaît, parce que le Hamas ne mourra pas, évidemment. C'est le malheur, c'est une guerre de Sisyphe. Il faut revenir. C'est le tonneau des Danaïdes, c'est Sisyphe. Il faut revenir mais c'était accepté par les Israéliens. Ça s'appelle une défaite militaire. Ça s'appelle une défaite militaire. C'est ce que les Américains sont en train de répéter matin, midi et soir aux Israéliens. Vous avez une triple défaite. La première défaite, c'est que malgré tout, vous n'êtes pas arrivé à éradiquer le Hamas. Ça, c'est la première défaite, puisqu'il est toujours là, il a toujours les otages. Dans le nord de la Gaza, deuxième défaite, c'est que vous n'avez pas été capable de mettre en place ce que sera l'après. C'est-à-dire, vous n'avez pas été capable, vous, Israéliens, de pousser un gouvernement palestinien de rechange au Hamas, qui évidemment ressurgira des décombres. Ça, c'est la deuxième défaite. Et enfin, la troisième défaite, c'est ce que Biden dit beaucoup à Netanyahou, c'est que vous êtes en train de faire, au niveau international, d'Israël un État paria. C'est le mot qui est utilisé. Donc voilà le constat, et c'est dans ce contexte que survient cette révélation des services secrets américains qui disent en gros aux Israéliens, vous savez plus où vous mettez les pieds et où vous mettez la tête. Et les Américains ne veulent pas être entraînés justement dans le troisième point que vient de souligner Gilles Delafont, c'est-à-dire dans cette réprobation internationale, parce que c'est vrai qu'après le 7 octobre, il y a eu une solidarité au contraire énorme et évidemment qui est totalement légitime et explicable, mais maintenant avec les victimes civiles dans Gaza et le fait qu'aucun des objectifs que vient de citer Gilles n'ait été atteint, évidemment, il y a une réprobation internationale et on voit bien que Joe Biden en est arrivé à suspendre des livraisons d'armes et il a déclaré qu'il savait maintenant qu'une partie, certaines armes américaines avaient été utilisées dans un cadre où il y avait eu des violations des droits humains, éventuellement des crimes de guerre, etc. Et évidemment, Joe Biden ne veut pas être entraîné par Israël dans une image aussi négative. Donc c'est aussi pour ça qu'ils insistent de plus en plus, les Américains, pour qu'il n'y ait pas d'attaque sur Rafah à partir du moment où il n'y a pas de garantie de libération des otages. Parce que les otages, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est les grands oubliés de toute cette opération. Et puis si Yahya Sinwar n'est pas finalement neutralisé, comme disent les militaires. Je voudrais que vous nous disiez ce que vous pensez de cette déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui estime que la moitié des personnes tuées à Gaza depuis le début de la guerre sont des combattants du Hamas. Nous avons réussi à maintenir le ratio civils-combattants tués à environ 1 pour 1. Vous vous mettez la tête dans les mains, Gilles Delafont. C'est de la fatigue ou vous êtes accablé par cette façon qu'a le Premier ministre de présenter... Bon, presque en forme de satisfaction. Non, c'est pas une satisfaction, c'est une justification d'essayer enfin de justifier jusqu'au dernier moment ce qui devient injustifiable aujourd'hui et dont il faudra à un moment rendre compte. Parce que comme l'a souligné Catherine, là c'est le juridique qui va s'emparer de l'affaire, notamment aux États-Unis où ça devient très 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 sérieux et là il va falloir rendre des comptes. D'abord sur le fond. Ça voudrait dire on a tué autant de combattants du Hamas que de civils.
Or, vous disiez 10 000 civils qui ont... 10 000 combattants. 10 000 combattants, pardon. Officiellement, ils ont... Ça voudrait dire qu'il y a 20 000 en tout de tués à Gaza. Alors, officiellement, Tsahal revendique avoir éliminé 13 000 terroristes. 13 000 ou 14, mais en fait... Ça ferait 30 000 alors. Non, mais ce que je veux dire, en réalité, c'est moins. On parle de 16 000 civils et 15 000, je crois, combattants du Hamas. Oui, alors en fait, c'est moins. Vous pensez qu'il ment ? Oui, enfin non, pas qu'il ment, c'est qu'il y a toujours une exagération. Il y a toujours une exagération dans l'évaluation de chaque côté, hein, parce que les bilans qu'on a, c'est seulement le Hamas. Hein. Non, après, je parle des combattants, et ça, je parle des chiffres israéliens. Je parle des chiffres israéliens. Les Israéliens disent, voilà, on a tué entre 13 000 et 14 000 combattants. Bon, en réalité, c'est probablement autour de 10 000. Hein, quand on discute un peu sérieusement, ces chiffres-là sont toujours un peu gonflés. Ces estimations, on fait ça, on dit, tiens, il y a tant de frappes, ça fait tant de morts. Bon. Après, ce qui concerne les civils, je rappelle que le porte-parole de l'armée israélienne lui-même, en décembre, disait, nous estimons que qu'il y a 2 civils tués pour un combattant palestinien. Et on estime, oui, raisonnablement, qu'il y a sans doute aux alentours de 20 000 civils qui ont été tués. Estimation relativement basse, qui est inférieure à celle que fournit le Mais qui est une estimation de qui ? C'est la mienne. D'accord. Non, mais c'est important parce qu'on a surtout l'estimation du Hamas. Toutes les estimations, dites-vous, de toutes les armées est exagérée. Certains disent 60 000, 70 000 morts. Donc vous dites, mais le Hamas, c'est pas une estimation. Non, et l'ONU a décidé de ne plus reprendre à son compte les décomptes. Non, mais le bilan présenté par le Hamas. Oui. Et dont le manque principal de transparence est de ne précisément pas dire quels sont les civils et quels sont les combattants. Oui, ils ne distinguent pas. Mais non, mais vous avez raison. Je crois qu'il y a un autre élément important quand même, c'est les voix qu'on commence à entendre au sein de l'armée israélienne, et où il y a des gens qui disent bon, c'est vrai, on a tué un chef du Hamas dans tel immeuble, mais on a fait s'effondrer l'immeuble sur 60 personnes. Ça, ce sont des voix israéliennes qu'on entend. Donc, le ratio, on saura sans doute, hélas, jamais. Mais je pense que du 1 pour 1, on en est assez loin. Voilà. Je voudrais juste terminer sur un point qu'on n'a pas suffisamment abordé, me semble-t-il. Et depuis quelques jours, en fait, depuis l'échec des négociations, on a du mal à voir comment elles peuvent reprendre côté égyptien. Pour monter cette présence sur Rafah, les Israéliens ont occupé le fameux couloir de Philadelphie, qui est cette zone tampon qu'il y a entre l'Égypte et Gaza. Et les autorités égyptiennes font passer un certain nombre de messages depuis 3 jours pour dire attention. Parce que là, vous êtes rentrés dans une zone qui devient, pour nous, absolument insupportable. À savoir que si vous occupez l'extrémité ouest de Gaza, à savoir Rafah, et que si jamais il vous venait à l'idée d'ouvrir les portes pour laisser partir les Palestiniens de Gaza, alors, et ça ils ne le disent pas évidemment de cette façon-là, ce serait pour nous une façon de reconsidérer totalement nos relations avec Israël, et y compris, vous avez des demandes en ce sens qui émanent aujourd'hui même du Parlement égyptien pour dire l'accord de paix avec Israël, va peut-être falloir à un moment penser à se dire que ça ne vaut plus rien. Alors, Israël, ça c'est très grave, parce que ça veut dire qu'on change aussi de nature. Vous avez l'Égypte, date de 70. Catherine, on a l'Égypte, on a les Américains là, qui, ces dernières heures, attention, disent n'y allez pas, est-ce que Netanyahou va quand même le faire ? Pour l'instant, il a donné tous les signes du fait qu'il n'écoutait plus les Américains. Il a même fait une déclaration pour dire, même si on doit y aller tout seul, alors bon, c'est un peu une rodomontade parce qu'on sait bien que les Américains soutiennent Israël d'un point de vue militaire et qu'une partie évidemment, les armes utilisées dans Gaza sont en grande partie américaines. Mais en tout cas, lui, il a dit, de toute façon, même si on doit y aller tout seul, on ira tout seul. Donc c'est vraiment un geste de défiance vis-à-vis des Américains. Maintenant, la question sera de savoir si les Américains peuvent continuer à mettre plus de pression pour l'empêcher de le faire. On s'appuie notamment sur les généraux israéliens qui disent que c'est une opération vouée à l'échec. Ce serait quoi le step supplémentaire de la pression américaine ? Arrêter complètement la livraison. Alors ne plus suspendre, mais dire maintenant c'est terminé. Mais en même temps, il faut continuer à soutenir l'allié des Américains au Proche-Orient. Donc, ce ratio de 1 pour 1 dont parle Benjamin Netanyahou, juste petite précision et c'est important, c'est dans un podcast à destination des Israéliens. Donc c'est une communication interne. Parce qu'il sent aussi que du côté de sa population, il y a une forme de... ça commence effectivement à se rebeller très sérieusement. Et Netanyahou est en roue libre, il ne peut pas se permettre de s'arrêter. Il doit suivre son extrême droite, qui est complètement hystérique. Le jour où il s'arrête, il tombe. Pareil, il ne s'arrêtera pas, il le fera. Le fera, mais ce sera une catastrophe. Bon, il ne faut pas l'espérer.
Évidemment, merci infiniment à vous de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Colonel Goya, Gilles Delafont, François Clémenceau, Catherine Gentil de Cancode et Jade Partouche. Merci à